la construction d'un barrage en aval à Diamant, du nom d'un village situé à 30 km de l'embouchure, la construction d'un barrage en amont à Manantali sur le Bafin, constituant principal du fleuve Sénégal à 80 km de Bafoullabé. Ce n'est qu'après 10 ans de pugnacité et de pugnacité, rarement un projet survit en un tel délai, que le 12 septembre 1981 démarraient enfin les travaux de construction du Diamant. Ceux de Manantali étaient lancés un an après. Les deux ouvrages furent achevés respectivement le 12 août 1986 et le 31 mars 1988. Le montant exceptionnel de leur coût marque une étape historique dans la politique d'investissement de la sous-région. Les programmes de l'ONVS sont financés conjointement par les États membres et les bailleurs de fonds internationaux. Le barrage anti-sel de Diamant, dont les travaux sont terminés en 1986, a coûté 72,4 milliards de francs CFA. De la presse malienne, l'équipe de la télévision, je voudrais, dans le cadre d'une présentation du barrage de Manantali, commencer d'abord par vous présenter, disons, mes collaborateurs ici présents. D'abord, vous avez à ma droite M. Jacques Mar, qui est le chef d'aménagement par intérim, et l'ingénieur conseil qui nous assiste dans la surveillance et le contrôle des travaux, M. Kasser, qui est le directeur du chantier SEBM, les entreprises de construction du barrage de Manantali, et bien entendu notre frère ami Sitafa Traoré, le directeur général de l'hydraulique et de l'énergie, qui est là en mission, et moi-même, Garan Konaré, le directeur du projet, le représentant de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, maître d'ouvrage des travaux de construction du barrage de Manantali. On voudrait vous introduire au barrage de Manantali, au chantier de Manantali, et auparavant nous présenter sur carte, disons, les éléments essentiels de ce barrage. En deux mots, le barrage que vous allez visiter, est un ouvrage sur le plan technique qui comprend deux parties essentielles et une partie en béton, prolongée sur les ailes par des enrochements rocheux. Nous allons très sommairement visiter les différentes parties de cet ouvrage en passant par l'itinéraire suivant. D'abord, on vous fera monter à mi-hauteur sur la colline rive droite pour avoir une vision d'ensemble du chantier. Sur le chemin du retour, vous ferez un tour dans l'ensemble des ateliers et magasins de l'entrepreneur du génie civil. Ensuite, nous traverserons le pont provisoire destiné à la construction du barrage, les ateliers du constructeur du lot 2 équipement du barrage, et nous visiterons la zone de la carrière. Et sur le chemin du retour, vous suivez pratiquement la route de la carrière qui amène pratiquement jusqu'à l'usine en béton, en passant successivement par les installations de concassage, les installations de criblage et l'usine à béton et la station de réfrigération. Puis, nous monterons sur la digue rive gauche, qui est érigée déjà à un niveau suffisant. Nous passerons dans la zone amont du barrage pour examiner pratiquement le barrage vu d'amont, la partie béton, de même que la partie enrochement, une vue générale. Ensuite, vous reviendrez sur la rive droite pour visiter la digue et rive droite, les installations
de béton correspondant à la section de la future centrale hydroélectrique. Voilà schématiquement présenté l'itinéraire que je vous convie de suivre pour avoir une vue d'ensemble et claire du barrage de Manantali. Bien entendu, si le temps nous le permet, je vous ferai découvrir également la galerie qui traverse tout le barrage. Je vous remercie. Si vous voulez reprendre quelque chose, on peut... Non, tout est bien. Tout était très bien. Oui. L'état d'avancement des travaux de construction du barrage de Manantali est très satisfaisant à notre avis. La construction du barrage a commencé exactement le 2 juin 1982 pour une durée de 5 ans, 10 mois. Cette construction concerne l'érection d'un barrage en béton au centre, la construction de 2 digues, une en rive droite, l'autre en rive gauche du fleuve, barrant ainsi toute la vallée du fleuve Bafi. Du point de vue calendrier, nous tenons le calendrier d'exécution des travaux qui prévoit la finition des travaux en avril 1988. Du point de vue volume, la construction qui a commencé par les installations du chantier, 18 mois, s'est poursuivie à partir d'avril 1984 par l'érection proprement dite du barrage. Sur les 700 000 m3 de béton à placer, nous avons réalisé à ce jour quelques 640 000. Et la digue en enrochement, les 2 digues réunies, regroupent un volume d'enrochement de 4 millions de mètres cubes, dont plus de 3 millions de réalisés, et 1,5 million de mètres cubes de noyaux, dont plus de 600 000 réalisés à ce jour. Comme vous le voyez, tout permet de penser que les principales échéances de construction du barrage peuvent être tenues. À titre indicatif, au mois de juillet actuellement, nous devrions passer à la 3e phase de dérivation du fleuve, qui prévoit de passer le fleuve à travers le canal de dérivation et les 7 vidanges de demi-fond qui sont prêtes à exécution en ce moment. Cette échéance a été tenue, même avec une légère avance en ce qui concerne les travaux d'endiguement. La partie équipement du barrage également suit son calendrier d'exécution. Les vidanges de fond sont pratiquement terminés. Les 5 prises d'eau pour la future centrale hydroélectrique sont très avancées. Les blindages sont terminés. Les vannes sont en cours d'installation. En dehors des travaux de construction du barrage proprement dit, le chantier implique la retenue du barrage implique le déplacement de quelques 28 villages et 39 hameaux de culture et le nettoyage de la zone de la retenue, environ 47 000 hectares de bois à enlever. En ce qui concerne le recasement de population, les travaux ont commencé et près de 14 villages ont été déplacés à l'heure actuelle, le restant devant l'être pendant la saison prochaine.
quant au déboisement, cette action recasement, bien sûr, est réalisée par le projet réinstallation de population sous l'égide de la Direction nationale de l'hydraulique et de l'énergie du Mali. Quant aux travaux de déboisement de la retenue, comme je l'ai dit, ils portent sur 47 000 hectares, dont nous avons obtenu le financement pour 10 000 hectares. Ces 10 000 hectares est réalisé par l'ADRDM, l'action déboisement de la zone de retenue du barrage de Manantali, la Direction nationale des eaux et forêts du Mali. Eh bien, 4 000 hectares environ ont été déboisés pendant la saison sèche 1986. La superficie restante sur le financement disponible, soit 6 000 hectares, devront l'être pendant la saison sèche prochaine. Notre espoir est de défricher le maximum de bois de cette zone. Parce que ce bois, c'est-à-dire sur une superficie de au moins 23 000 hectares, c'est-à-dire la surface qui va être inondée pour de bon et qui ne sera plus exondée à partir de 1987, date présumée de mise en eau de la retenue du barrage de Manantali. Et si cela n'est pas fait, quels sont les problèmes qui sont liés alors à la non-exécution de ce programme? Bon, la non-exécution de ce programme, disons, notre souhait est de défricher 23 000 hectares parce que en dehors de... Une fois la retenue mise en eau, cette superficie ne sera plus accessible pour des travaux complémentaires. Tandis que la superficie restante, c'est-à-dire entre 23 000 et 47 000 hectares de la surface de la retenue, eh bien, c'est-à-dire la superficie au-dessus de la côte 187, le niveau minimum des eaux, eh bien, cette superficie restante est encore accessible pendant certaines périodes de l'année, c'est-à-dire pendant la période des basses eaux. Maintenant, si on n'arrive pas à défricher ça, on rentre dans les raisons même de défrichement de ce bois, à savoir qu'il faut défricher ce bois pour que les troncs d'arbres qui vont rester dans le bois ne viennent pas encombrer les roues des turbines et les autres équipements du barrage. Il faut éviter également que ce bois ne pourrisse dans la retenue et créer, disons, une insalubrité de l'eau du lac qui a des effets non seulement sur la vie aquatique, mais également qui peut avoir des effets non seulement sur la vie aquatique, mais également sur les populations riveraines qui boivent cette eau. Et enfin, qui peut avoir des effets sur la pêche, parce que nous avons espoir que ce lac sera, disons, un réservoir pour les poissons qui vont devoir s'y développer pour permettre la pêche dans ce lac-là et éviter que les filets de pêcheurs ne viennent s'accrocher sur les troncs d'arbres restés non enlevés. Eh bien, il est souhaitable d'enlever le maximum de bois de cette retenue.
problème posé à Manantali est de fermer une vallée de 1500. Le problème posé à Manantali est de fermer une vallée de 1500 mètres de large. On a choisi par raison d'économie une forme de barrage mixte, une partie en béton et 2 digues latérales en enrochement. On a regroupé dans la partie en béton l'ensemble des fonctions de maîtrise de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle évacateurs de fond qui servent à fournir de l'eau aux utilisateurs en aval, en même temps les évacateurs de crue pour évacuer de l'eau au cas où le lac de retenue serait trop rempli, et aussi les 5 conduites pour la future centrale électrique, les 5 conduites forcées pour la future centrale électrique. Il y a un micro fermé. Alors. Nous nous retrouvons maintenant en amont du barrage. Nous sommes dans la zone du futur lac de retenue du barrage qui aura un volume de 11 milliards de mètres cubes. Vous pouvez vous imaginer que nous avons de l'ordre de 40 mètres d'eau au-dessus de notre tête. Ce sera pour le jour où le lac sera rempli. Nous avons d'ici une meilleure vue sur les travaux du barrage et sur l'activité qui y règne. Nous pouvons attirer votre attention sur plusieurs points. D'abord, les évacateurs de fond. Nous voyons les 7 conduites avec un croisillon de poutres noires. Ce sont les 7 évacateurs de fond qui permettront de fournir de l'eau pour les utilisateurs. Un peu plus loin, vous voyez une ouverture dans le barrage en béton. Le problème posé est de continuer pendant tous les travaux à faire passer la rivière à travers le chantier. Et on a choisi de faire une ouverture de 42 mètres dans le barrage en béton. Cette ouverture sera fermée à partir de la saison sèche prochaine. À ce moment, les eaux du baffing seront dérivées uniquement à travers les évacateurs de fond.
Si nous allons encore un peu plus loin, nous verrons l'entrée des 5 conduites forcées pour la future centrale électrique. Nous ne voyons de nouveau que les grilles amont de ces conduites, mais il s'agit de blindages en acier qui sont fermés par des vannes. Une vanne principale dans l'axe du barrage et une vanne de garde à l'amont du barrage. Nous sommes ici à l'aval du barrage. Nous avons en face de nous ici les bassins amortisseurs. Les bassins amortisseurs ici à l'aval du barrage. Nous sommes ici à l'aval du barrage. Nous avons en face de nous les bassins amortisseurs. Les bassins amortisseurs, comme son nom l'indique, c'est un bassin qui sert à amortir la chute de l'eau. C'est un bassin large de 103 mètres qui contient tout le temps de l'eau, qui permet d'amortir l'eau qui chute du barrage. À partir de ces bassins, il y aura le futur fleuve qui passera dans son lit normal, après la fermeture du lit, le courant primaire. Après, un peu supérieur de ces bassins, nous avons la galerie des vannes. Cette galerie est située à une côte un peu supérieure. C'est pour permettre la manutention
l'ouverture et la fermeture des vannes et pour faire passer à volonté l'eau des utilisateurs pour l'irrigation et pour toutes les autres fonctions du barrage.